TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un numéro consacré aujourd'hui à la question énergétique. On vous parle de pénurie de centrales nucléaires, de sanctions contre le gaz, mais aussi d'écologie. On va essayer de faire le point dans tout ça parce qu'en réalité, la plupart du temps, ça se matérialise surtout par le fait que vous payez plus, mais vous ne comprenez pas davantage. Alors c'est à cela qu'on va essayer de s'astreindre tout au long de cette émission. Mais comme chaque semaine, vous le savez bien, d'abord, il faut commenter, partagez et cliquez sur le pouce en l'air et puis vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne de TV Liberté parce que parfois YouTube nous fait des surprises. Allez, c'est parti. Bonjour Maxime Amblard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente, vous êtes ingénieur d'études en physique des réacteurs nucléaire. Alors, c'est pas très politique, ça va changer un peu dans cette émission, mais c'est bien aussi parfois de revenir aux fondamentaux pour comprendre les questions politiques. En effet. Alors, vous travaillez dans l'industrie du nucléaire et vous venez de publier chez Perspective Libre un nouveau livre, Abondance et pénurie, un sous-titre très clair, les armes pour mener le combat de la souveraineté énergétique. Je l'ai dit, c'est aux éditions Perspective Libre et bien entendu, si vous voulez tout comprendre de la question, vous pouvez l'acheter sur tvliberté.com ou tvl.fr sur la boutique officielle. Alors, pour commencer, Maxime Amblard, vous commencez cet ouvrage en expliquant que l'énergie, c'est le moteur du monde, la capacité à agir, et c'est d'ailleurs assez amusant parce que finalement, on se rend compte que quand l'énergie augmente, c'est une période inflationniste. En effet, l'énergie et le prix des matières sont quand même très très liés parce qu'il faut de l'énergie pour pouvoir extraire n'importe quelle matière de la sphère environnementale, les ressources naturelles, qu'elles soient énergétiques ou non d'ailleurs. Et après, pour fabriquer les biens, les services que nous avons besoin pour mener la vie que nous avons, pour satisfaire nos besoins et avoir le confort de vie que nous avons également besoin d'énergie. En fait, l'énergie, c'est de façon générale, c'est la quantification de la transformation de l'environnement. Mais pour ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire satisfaire nos besoins, c'est ce qui permet la réalisation de toutes les activités humaines qui sont là pour satisfaire nos besoins, qu'ils soient de juste allumer la lumière, donc s'éclairer, ou se transporter, se déplacer, etc. Alors vous revenez aussi dans le livre dans une précision qui est très intéressante, c'est qu'on parle tout le temps de production et de consommation, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que finalement l'énergie, elle se transforme. Exactement. C'est un abus de langage qu'on utilise couramment et qui peut sous-entendre que l'énergie proviendrait de nulle part et disparaîtrait après l'utilisation, ce qui n'est pas le cas en réalité. L'énergie est présente à l'état naturel et ce que nous faisons, c'est juste la transformer ou la convertir pour la mettre dans une forme qui est utilisable pour réaliser les activités que l'on doit effectuer pour satisfaire nos besoins encore une fois. Donc, par exemple, nous avons le pétrole ou le gaz ou le charbon qui sont présents à l'état naturel. C'est de l'énergie sous forme chimique. Voilà, l'énergie est contenue par la liaison interatomique. Donc là, ça devient un peu fondamental, mais par la liaison interatomique dans ces énergies fossiles-là. Puis, nous l'extrayons, nous la transformons ce besoin via du raffinage, par exemple, et nous la convertissons en énergie thermique par la réaction de combustion.
Et c'est l'énergie thermique qui, après, nous permet de chauffer de l'eau, par exemple, dans une centrale à gaz pour faire de l'électricité, va nous permettre de chauffer de l'eau pour faire de l'énergie mécanique qui va entraîner une turbine et qui va, elle, produire de l'énergie électrique. Voilà, on a une transition de forme d'énergie qui nous permet de passer d'une énergie qu'on appelle primaire à l'état naturel, qu'on ne peut pas exploiter en l'état pour nos activités, vers une énergie qu'on appelle finale, qui, elle, nous est directement possible d'être exploitée, d'injecter dans nos machines, donc dans un micro-ondes, dans un frigo, par exemple, l'énergie électrique, pour pouvoir satisfaire nos besoins de façon très générale. Alors longtemps, on a entendu parler un petit peu de décroissance, on a entendu maintenant le mot de sobriété énergétique. Est-ce que vous avez le sentiment que, la nature humaine sur la planète est contrainte d'aller vers toujours plus de consommation énergétique ou au contraire, cette forme de sobriété est une alternative pour remédier aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui de déficit énergétique ? Alors, ce que j'observe dans mon livre, ce n'est pas forcément une démonstration, c'est plus une observation, c'est que durant toute l'histoire de l'humanité, alors pour prendre l'origine, le premier convertisseur énergétique, donc ce qui permet de convertir l'énergie d'une forme en une autre, primaire vers finale, que nous avions eu à disposition, c'est notre propre corps, qui convertit l'énergie chimique des aliments que nous mangeons en énergie mécanique pour se déplacer ou déplacer des choses, et en énergie thermique pour nous maintenir à 37 degrés. Puis au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, nous avons adopté des convertisseurs énergétiques extracorporels qui ont une puissance, donc qui peuvent déployer une quantité d'énergie par unité de temps, l'aspect temporel est très important, qui ont une puissance beaucoup plus importante que notre propre corps humain. Donc nous avons eu le feu d'abord, puis après la domestication animale, moulin à vent, moulin à eau, puis la grande révolution, ça a été la machine à vapeur, puis le moteur à combustion, et enfin l'énergie électrique, qui est une petite particularité, puisque l'électricité, elle, a surtout permis de concentrer des modes de production et de transporter l'énergie convertie plus facilement grâce à l'électricité. Donc, ce qui a encore augmenté la puissance des convertisseurs énergétiques à disposition pour l'humanité, pour les activités humaines. Donc, en tendance, on a toujours augmenté la puissance des convertisseurs énergétiques pour augmenter l'énergie finale à disposition pour nos activités, et donc augmenter la satisfaction de nos besoins et notre confort de vie. Et ce qui permet d'étayer cette théorie, c'est tout simplement d'observer l'évolution de la valeur ajoutée en fonction de la quantité d'énergie convertie au travers du temps. Et on voit une relation linéaire parfaite. Ce n'est pas moi qui l'invente, Jean-Marc Jancovici avait déjà fait l'observation avant. On observe une relation linéaire parfaite, donc c'est directement corrélé. Ça permet d'étayer cette théorie-là. Donc, in fine, dire qu'on veut réduire notre consommation, j'ai encore fait l'abus de langage, mais l'utilisation d'énergie finale que l'on a pour satisfaire nos besoins, c'est tout simplement dire qu'on va réduire notre confort de vie. Et tout ce qui s'ensuit. Après, du coup, nos moyens d'existence, tout ce genre de choses. Je vais poser une question de profane, une question bête sans doute. Quand on voit ces histoires d'ampoules, par exemple, à basse consommation, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, imaginer qu'au fil du temps, on conçoive des objets qui ont besoin de moins en moins d'énergie pour fonctionner ? Alors ça, c'est l'efficacité énergétique. C'est une option. Il faut développer l'efficacité énergétique, mais il y a quand même des limites physiques, intrinsèques, qui sont indépassables, que les ingénieurs ne pourront pas faire de miracle, par exemple. Et en tendance, on a une diminution de la consommation d'énergie grâce à l'efficacité énergétique, mais ça ne fera pas les 40% de réduction. C'est pas possible. Ça fera peut-être 10% maximum, mais ça ne fera pas les 40%. D'ailleurs, on se rappelle que pendant le confinement, il y a eu une très faible baisse finalement de la consommation énergétique. Oui, parce qu'il y a quand même une consommation qui est en base tout le temps. Et du coup, on peut toujours faire de l'efficacité, optimiser la consommation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la période d'abondance énergétique qu'on a vécue depuis l'après-guerre... On en est sorti selon vous ? On est en train d'en sortir, à mon avis. La preuve en est qu'aujourd'hui, on en arrive à une situation où on va avoir des coupures d'électricité. On va y venir. Mais pour moi, on est en train d'en sortir. De toute façon, en France, on consomme de moins en moins d'énergie depuis à peu près 2005. Et ce n'est pas de façon désirée, c'est contraint. Contraint par un approvisionnement énergétique qui se raréfie.
notamment en pétrole et en gaz, puisqu'on est importateur net, et à partir du moment où on franchit un pic, ça aussi on va peut-être y venir, vu qu'on est importateur, on est les premiers dindons de la farce et on est les premiers à subir les conséquences du franchissement du pic pétrolier. Parce que comme on n'en produit pas, ça va sans dire qu'on en sera privé beaucoup plus tôt que ceux qui en produisent. Exactement, parce qu'ils vont privilégier leur consommation domestique. On sait à peu près, je crois que vous l'évoquez dans votre livre, on sait à peu près évaluer ça, ces pics. Oui, alors l'Agence internationale de l'énergie a clairement dit que le pic du pétrole conventionnel, donc hors sable bitumineux, schiste, tout ce qui est produit aux États-Unis, donc c'est un pétrole qui est visqueux, qui est difficile à aller extraire et qui a un taux de retour énergétique, ça c'est dans mon livre aussi, je ne vais pas m'attarder dessus, qui est pas très bon, enfin vraiment très mauvais en fait plutôt. Or, ces pétroles-là, le pic d'extraction du pétrole... C'est important, je fais une parenthèse, pardon, mais c'est important ce que vous précisez, parce que finalement, ça veut dire qu'on dépense beaucoup d'énergie pour extraire une énergie primaire qui finalement ne va pas produire beaucoup d'énergie finale, si je comprends bien. C'est la notion de taux de retour énergétique, oui. On peut avoir beaucoup de quantités de pétrole encore sous terre ou de gaz, mais s'il est très difficile, au sens énergétique, d'aller le récupérer... C'est le rendement marginal décroissant. Voilà, l'énergie nette utile qu'on a à la fin, elle est de plus en plus faible en fait. Donc on va continuer à aller chercher du pétrole et du gaz dû principalement au fait que ce soit une énergie très commode à utiliser, parce que c'est stockable, parce que c'est très concentré, parce que c'est liquide ou gazeux, on peut aussi le rendre liquide, donc facilement transportable. Donc il y a plein d'avantages à ça, mais finalement l'énergie nette qu'on en tire n'est pas forcément très bon. J'en étais où juste avant? Alors justement, on parlait des énergies fossiles et du pic. Et du pic. Voilà, l'Agence internationale de l'énergie nous a dit que le pic du pétrole conventionnel a été atteint en 2008. Donc depuis, l'humanité n'extrait que de moins en moins de pétrole conventionnel de sous terre. Et ça ne va pas changer, parce qu'en fait, il y a à peu près 60 années de décalage, il me semble, entre le pic de la découverte des gisements pétroliers et le pic de l'extraction. Donc forcément, si les découvertes diminuent, l'extraction va diminuer aussi. Et pour ce qui est du pétrole conventionnel plus non conventionnel, ils estiment que le pic arrivera avant 2025. Pour le gaz, là je me fie aux travaux du Shift Project, le pic devrait arriver dans les années 2030. Donc c'est très proche. Donc tout c'est ça. Demain. Ce sont des échéances très très proches. C'est demain. C'est un problème qu'il faut considérer le plus vite possible, notamment pour les pays comme nous, qui n'avons pas de réserve et qui consommons quand même, contrairement à ce qu'on peut penser, où on dit qu'on est un pays tout nucléaire. Nous ne sommes pas un pays tout nucléaire. Alors justement, ma question suivante, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux du mix énergétique, c'est-à-dire dans quelle proportion chaque type d'énergie est utilisé en France? Comment on a dispatché, on va dire, les formes énergétiques? Alors dans les énergies que nous avons à disposition, que nous pouvons acheter directement, particuliers ou entreprises, le mix de la France, c'est alors à peu près quelques pourcents de charbon. On a encore besoin du charbon, notamment pour la scierie. C'est 11% de ce qu'on appelle des ENR thermiques, des énergies renouvelables thermiques, donc essentiellement du bois, mais aussi des pompes à chaleur, du biogaz, etc. On a ensuite à peu près 20% de gaz, on l'utilise pour se chauffer essentiellement ou pour faire tourner des fours dans l'industrie, etc. On a 25% d'électricité, donc finalement l'électricité c'est pas vraiment très important, et donc vu que dans les 25% d'électricité on a 70% de nucléaire, vous comptez, ça fait à peu près entre 17 et 18% de nucléaire, enfin d'électricité due au nucléaire, donc le pays n'est pas tout nucléaire. Et enfin nous avons 40% de pétrole. 40% de pétrole. C'est absolument pas très connu. Donc aujourd'hui ce que vous êtes en train de dire, c'est que notre consommation électrique en France, elle est pas électrique, énergétique. Parce que là, c'est le pétrole qu'on met dans les voitures, par exemple. Des énergies fossiles et tout particulièrement du pétrole. Majoritairement des énergies fossiles. Parce que si on fait le cumul pétrole, gaz, charbon, on est à peu près à 67%, là, 70%. 70% de l'énergie qu'on consomme en France, qu'on utilise, ce sont des énergies fossiles. Énergies fossiles qui sont vouées, en tout cas pour le pétrole et le gaz, à se raréfier à partir de 2025-2030. Et la contraction énergétique due à la raréfaction du pétrole conventionnel a déjà commencé en France depuis 2008. Donc moins d'énergie à mettre dans nos machines pour faire tourner nos industries, etc. Et ben c'est moins de travail, donc plus de chômeurs, c'est plus de dettes aussi. Enfin, tout ça est lié en fait. Au premier ordre, on peut aller dans le détail et dire non, c'est pas exactement ça. Mais au premier ordre, c'est quand même ce qui nous intéresse.
tout ça est directement lié à la consommation de pétrole. Alors après, la question, c'est est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on va devoir, dans tous les cas, décroître? Ou est-ce qu'on peut trouver des alternatives, qui, quand même, pour rééquilibrer, on y reviendra tout à l'heure. Il faut quand même changer nos modes de consommation, donc, notamment pour le transport, parce que c'est là où est utilisé majoritairement le pétrole, donc c'est là où ça va faire le plus mal. Mais il y a quand même des alternatives qui peuvent nous permettre de garder, de préserver un certain confort de vie, tout en nous permettant de nous passer des énergies fossiles, et également de lutter contre le réchauffement climatique, mais ça on y viendra peut-être plus tard aussi. On y viendra plus tard. Alors justement, on va revenir sur la question qui occupe le plus les Français aujourd'hui, c'est la question de la disponibilité de l'électricité, la question de son coût. On a vu que les prix flambaient. Pour autant, on a aussi le sentiment que ce n'est pas inédit et que ça ne date pas d'hier. Les prix ont commencé à augmenter depuis quelque temps. Alors la question des prix, là c'est vraiment pas quelque chose que je détaille dans mon livre, parce que c'est pas quelque chose qui est physiquement... c'est pas une raison physique en fait, l'augmentation des prix. C'est vraiment une raison anthropique avec un A, où on a un mécanisme de calcul des prix de l'électricité qui ne fonctionne pas en fait, surtout en période de crise entre guillemets. On a les prix du gaz qui augmentent. C'est un mécanisme qui est apparu avec l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, les demandes de l'Union européenne, qu'on a signées quand même en tant que pays membre, hein. Je ne dis pas qu'elles sont forcément bonnes, mais on les a signées, qui ont voulu mettre en place un marché de l'électricité, et le mécanisme de calcul du prix sur ce marché-là suit ce qu'on appelle la théorie marginaliste. Donc c'est le coût marginal de production de la dernière centrale appelée pour produire de l'électricité qui fait le prix de l'électricité. Ouais. Mais à cause des contraintes physiques intrinsèques à la gestion d'un réseau électrique, on a toujours besoin d'avoir une égalité entre la consommation et la production d'électricité, parce que c'est une énergie de flux qui ne se stocke pas dans sa forme propre. Elle peut se stocker dans une autre forme, donc par exemple sous forme d'énergie potentielle de pesanteur, en la mettant en faisant remonter l'eau dans des barrages, sous forme chimique dans des batteries, mais ça demande une conversion, donc une perte supplémentaire, donc c'est pas optimal. Mais sous sa forme, l'électricité ne se stocke pas, donc elle doit toujours être consommée si elle est produite. Et ce fait-là fait que pour les ajustements de la production à la consommation sur l'échelle de l'heure, on a besoin de modes de production d'électricité pilotables et très réactifs. Et ces modes de production-là sont intrinsèquement liés à la centrale, qu'elle soit nucléaire, éolienne, au gaz, au pétrole ou au charbon. Et les plus flexibles en l'état, c'est le charbon ou le gaz, notamment. Donc, à 80% du temps, la dernière centrale appelée pour justement ajuster cette production à la consommation, faire le tampon un peu entre exactement, ce sont des centrales au gaz. Donc on est dans une période où le gaz coûte pas très cher, et encore moins cher à la période Covid qu'on a eue, ça pose pas de problème. Mais à partir du moment où le prix du gaz augmente, donc là c'est une raison géopolitique, mais les fameuses sanctions contre la Russie. Exactement. Mais dans quelques années, ça va être des raisons géologiques, donc il faut quand même anticiper ça. Eh bien, on a un prix de l'électricité qui, en tendance, va suivre l'évolution, alors c'est pas calqué directement dessus, mais va suivre l'évolution du prix du gaz, ce qui n'est absolument pas représentatif de la réalité, parce que comme je l'ai dit, enfin non, je ne l'ai pas dit d'ailleurs en France, mais le gaz contribue à peu près 10%, ou un peu moins, de la production d'électricité en France. Donc, en théorie, l'augmentation du prix du gaz ne devrait se faire ressentir que sur 10% du prix de l'électricité. Absolument. Voilà. Après, il y a d'autres problèmes qui sont liés à ça, parce que le fait que ce soit le coût marginal et pas le coût de production complet, parce que pour rappel, le coût marginal est une partie du coût de production complet qui est lié à ce qu'on doit dépenser en plus quand on fait fonctionner la centrale électrique. Le fait que ce soit que le coût marginal qui fixe le prix de l'électricité, ça induit que les producteurs d'électricité ne sont jamais garantis de pouvoir couvrir l'entièreté des coûts de production quand ils font fonctionner leur centrale. Donc, un moment pour inciter à la construction de nouvelles centrales électriques, il faut faire ce qu'on appelle de la subvention, ou garantir en tout cas un tarif de rachat qui permet de dire aux producteurs, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on va faire le tampon, on va faire le delta entre le prix du marché et le coût de production. Pour pas perdre d'argent, vous êtes garanti d'être rentable à la fin. Et ça, c'est ce qu'on a fait durant des années sur l'éolien
et le photovoltaïque, mais pas forcément sur les autres modes de production. Donc on arrive aujourd'hui, et là je fais ma transition sur pourquoi la pénurie d'électricité, on arrive dans une situation au niveau européen, hein, pas qu'en France, hein, où on a fermé des modes de production d'électricité pilotables, comme des centrales au charbon, même si en Allemagne ils en auront ouvert, hein, malheureusement, mais on a fermé des centrales au charbon et des centrales nucléaires, en Allemagne surtout et en France un peu, Fessenheim, mais on a investi que dans des modes de production intermittents, sans les capacités de stockage qui vont derrière, ou sans les capacités pilotables pour compenser l'intermittence de ces modes de production-là. Donc quand on n'a pas de vent, ou qu'on n'a pas de soleil, typiquement la période dans laquelle on est aujourd'hui, en ce moment, on a très peu de vent, et bon, à 17h, il commence à faire nuit, donc on n'a pas de soleil, hein, factuellement. Donc pour la pointe de 19h, la pointe de consommation de 19h, on est marron, littéralement, parce qu'aujourd'hui, on a une Europe qui fonctionne principalement au charbon, notamment en Allemagne. On fait tourner à fond les centrales à charbon, parce que sinon, on n'a pas de quoi satisfaire notre demande d'électricité. Et si on n'a pas de quoi satisfaire notre demande d'électricité, ce qui risque d'arriver au creux de l'hiver, alors il y a le problème des centrales nucléaires en France, on pourra y revenir. On va bien sûr y revenir tout à l'heure, oui. Mais c'est quand même un souci structurel. Il y a un souci conjoncturel en ce moment, parce qu'on a un assemblement de mauvaises... décisions. C'est pas de décisions, mais on subit des manques d'approvisionnement, des soucis de maintenance, etc. En ce qui concerne le gazole, c'est une décision qui fait qu'il... Oui, ça c'est une décision en tout cas. Bon, on l'a subit, mais on la provoque aussi. Bref, il y a les deux. Mais il y a aussi un problème structurel où voilà, on n'investit plus dans des modes de production pilotables que des modes de production intermittents. Donc quand ça ne tourne pas, parce qu'on le subit, on peut avoir des pénuries d'électricité. J'aimerais revenir très rapidement une nouvelle fois sur la question de ces marchés de l'énergie, parce qu'il y a quelques semaines, à votre place, c'était Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien patron d'EDF, et il nous parlait de ces marchés, et je préférerais vous le faire écouter quelques instants. On a créé un marché artificiel avec des parasites qui sont des fournisseurs qui ne font ni produire, ni transporter, ni distribuer. Ils font rien. La seule chose qu'ils font, ils spéculent. Donc on a créé donc une race de spéculateurs. Il y en a 45 en France. Il y en a une trentaine en Grande-Bretagne. Il y en a une cinquantaine en Allemagne. Il y a un marché. Du coup, on a créé un marché avec des experts du marché. Vous ne serez pas étonné de savoir que les experts sont en Allemagne. Hein, c'est eux qui font le marché. Et il y a des moments où, comme il n'y a plus d'électricité, eh bien, la dernière centrale qui fonctionne est celle qui dit « moi je veux bien vous produire, mais ça coûte cher », et elle augmente les prix puisque c'est elle qui fait l'équilibre. Pourquoi ? Parce que l'électricité, c'est un produit où il faut à chaque fois que l'offre et la demande correspondent. Bon, j'imagine que vous souscrivez à l'entièreté des propos de Loïc Le Floch-Prigent, mis à part le fait qu'on a quand même au moins un spécialiste en France pour nous parler de l'énergie. Ils ne sont pas tous en Allemagne, visiblement. Non, ils ne sont pas tous... après, il n'y a pas que moi, hein, évidemment. Je sais bien, surtout sur le marché de l'électricité, où ce n'est pas forcément mon domaine d'expertise, juste ça m'intéresse. Mais oui, il a raison, il a factuellement raison. On a créé... dans le cadre de l'Union européenne, un marché de l'électricité artificielle pour inciter à la mise en concurrence, donc pour faire émerger des fournisseurs alternatifs qui ne font que de la prestation de services, concrètement. Quel était l'objectif derrière cette façon de procéder ? Pourquoi on a mis ça en place ? C'est satisfaire, à mon avis, moi ça c'est un peu provocateur, mais c'est satisfaire les caprices d'une idéologie totalement déconnecté de la réalité des choses, surtout sur le marché de l'électricité, et qui ne veut pas prendre en compte, qui n'a pas pris en compte en tout cas, que l'électricité est un bien essentiel, mais également un bien stratégique. Si on n'a plus d'électricité en France, et on va peut-être malheureusement, de façon locale, le subir cet hiver, ça peut très mal se passer. L'électricité est partout dans notre consommation, surtout dans notre consommation quotidienne. Et ça, non, ils n'ont pas voulu le prendre en compte. Ils ont considéré que l'électricité, c'est comme des baguettes de pain. On pouvait s'en passer si c'était trop cher. C'est la même logique économique qu'ils ont utilisée.
Sauf que non, il y a des aspects, voilà, comme je dis, physiques intrinsèques au réseau qui font que, à la fin des fins, leur système ne fonctionne pas. Ils rajoutent des rustines. C'est devenu une complexité abyssale. Et en parler, c'est tout aussi complexe. Et à mon avis, en tout cas, j'espère qu'on va avoir la lucidité, soit maintenant, j'en doute un peu, mais plus tard, pour revenir à un système qui était celui qui était EDF, en tout cas, avant l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire un monopole public, alors qu'il soit national ou régional, bon, on peut discuter de bout de gras, mais un monopole... Quand vous dites régional, évidemment, c'est régional au niveau français, hein, pas l'Europe. Oui, régional au niveau français, oui. Qu'on soit bien clair. Mais que ce soit de toute façon au niveau européen, ça pourrait être à la fin pareil. Ça dépend l'échelle que l'on veut prendre, mais ça peut aussi être au niveau européen si on se met d'accord. Même pas dans le cadre de l'Union européenne, d'ailleurs. Oui, j'entends. On peut faire ça aussi, tous les réseaux de transport et de distribution, hein, concrètement. C'est des monopoles naturels. Donc c'est pour ça qu'RTE est toujours un monopole, d'ailleurs. Mais pour ce qui est de la production d'électricité, c'est tellement stratégique que pour moi, ça doit être aussi un monopole. D'autant plus si on a du nucléaire derrière, qu'il doit y avoir des investissements publics. Parce que, pour la petite parenthèse, si on a un investissement privé avec un taux d'actualisation de 10%, le prix de l'électricité nucléaire à la fin est 150 € le mégawattheure. C'est ce qu'il y a à peu près pour Hinkley Point, enfin ce qu'il va avoir à peu près pour Hinkley Point en Angleterre. Si on a un investissement public avec un taux d'actualisation à peu près de 2%, on tombe à l'électricité à 50 € le mégawattheure. Tout ça pour rémunérer un risque, enfin pour rémunérer tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc on va payer une rémunération sur les marchés financiers. Bref, c'est complètement aberrant. Donc pour moi, l'électricité nucléaire, et comme en France on est quand même encore à 70% nucléaire, c'est quelque chose qui est fondamentalement public. Donc un monopole naturel avec une péréquation tarifaire et une stratégie comme on avait avant, parce que mine de rien, ce qu'il y a avant, c'est pas forcément archaïque, hein, on a eu des bonnes idées avant, qui veut avoir une surcapacité de production d'électricité pour être garantie de passer les pointes hivernales et pour pouvoir exporter aussi si besoin, parce que finalement c'est une surcapacité, on ne va pas se priver d'exporter, et avoir une péréquation tarifaire de telle sorte que toute la France paye le même prix de l'électricité et on essaie de faire en sorte que les consommateurs payent l'électricité au prix le plus bas possible, tout en faisant en sorte que le producteur soit quand même rentable sur le coût de production total. Et c'est possible, ça, toute cette équation ? Oui, c'est ce qu'il y avait en France avant. C'est-à-dire, on rémunérait EDF, on faisait un tarif régulé, du coup, avant, où on calculait le prix de l'électricité en fonction de quel était le mix électrique et du coup, le coût de production de chacun des modes de production au prorata de leur contribution du mix sur les années précédentes. Et avec ça, on faisait une estimation et ça fonctionnait très bien. C'est d'ailleurs un tweet que j'ai fait où je me suis amusé à tracer à la fois le prix du marché spot de l'électricité actuel et en dessous calculer quel serait le prix de l'électricité avec ce mode de calcul. Donc en prenant en compte le coût de production de l'électricité au prorata de chacun des modes de production. Bon, quand on atteignait 600 € le mégawattheure en août, on avait un prix de l'électricité réel, qui était aligné sur les coûts de production, d'à peu près 100 € le mégawattheure. Qui avait augmenté, forcément, parce que le prix du gaz a augmenté, donc forcément il a un peu augmenté. Mais il est passé de 60 € à 100 €. Il n'est pas passé de 30 €. À 600, ouais. 30 € même avant, parce que vu que c'est le coût marginal, c'était plus bas. Ça te posait problème du coup pour tous les producteurs d'électricité qui ne pouvaient pas garantir leur rentabilité. Voilà, de 30 € à 600. Et j'ai vu hier, on était encore à 400 € le mégawattheure sur le prix du marché spot. On a fait la question des prix, je crois qu'on aura compris, c'est assez clair. Il y a la question donc des pénuries, et une question de pénurie qui, là encore, a déjà été évoquée, ne serait-ce que l'année dernière. On s'inquiétait de savoir s'il n'y aurait pas des moments où il y aurait un problème d'approvisionnement en électricité en France. Ce qui me fait dire que c'est vraiment une raison structurelle, parce que ça ne date pas d'hier. Même en 2013, je crois, on avait déjà des discours qui nous disaient « l'hiver va être difficile à passer, il va falloir qu'on fasse du délestage sur les entreprises ». Bon, certes, il y a des entreprises, ça c'est quand on manque de production d'électricité, il y a différents steps, enfin différents pare-feux qui arrivent pour éviter d'arriver à un blackout, ce qui est le pire des scénarios et qu'on veut éviter absolument. Premièrement, si on a une différence production-consommation, ce qui va être impacté, c'est la fréquence à laquelle le réseau électrique fonctionne. Il est à 50 Hz totalement. Si on a une consommation qui est plus élevée que la production, la fréquence va diminuer.
Et donc les machines tournantes qui sont les alternateurs qui produisent l'électricité vont ralentir. S'ils ralentissent trop, c'est là où il y a un problème, là où il y a des risques en fait, de rupture mécanique. Et on préfère du coup faire arrêter la production d'électricité. Et ça peut créer une réaction en chaîne qui conduit à un blackout. Donc dès qu'on a ce différentiel de fréquence, on va avoir une réserve primaire, ce qu'on appelle une réserve primaire de production d'électricité, qui va s'activer, qui va stabiliser la chute de fréquence. En fait, elle va faire en sorte qu'on arrête, qu'on arrête de tomber. Après, on a la réserve secondaire qui doit nous faire remonter à la fréquence de 50 Hz. Et si la réserve secondaire ne suffit pas, on appelle une réserve tertiaire, et c'est là la réserve tertiaire où on a premièrement du délestage sur des entreprises qui ont souscrit à des contrats particuliers qui sont prioritaires. Un peu rémunérés pour faire partie des variables d'ajustement. Exactement, et qui sont prioritaires pour le délestage. Puis ensuite, on a délestage sur les particuliers qui ont aussi souscrit à des contrats, qui peuvent souscrire à des contrats et qui sont aussi rémunérés pour ça. Mais si on en arrive à une situation où on a encore besoin de plus de réserves, on va pouvoir arriver à du délestage sur les particuliers qui n'ont pas souscrit à des contrats. Et alors dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça... Parce que vous nous parlez depuis tout à l'heure du risque de blackout. Comment ça se passe si jamais on coupe l'électricité dans une région, par exemple? Tout est coupé ou on peut choisir ce qu'on coupe? Comment ça se passe tout simplement? Est-ce qu'on peut choisir de couper les particuliers, mais par exemple de ne pas couper les éclairages publics pendant la nuit? Alors ça, non. À cette maille-là, il me semble, je ne suis pas un expert, mais il me semble, de ce que j'ai pu entendre dire, que c'est pas possible de couper à la maille vraiment de juste le particulier, pas l'éclairage, pas les antennes téléphoniques, etc. Donc c'est par quand secteur géographique. Quand ce sera une zone qui sera coupée, ça sera toute une zone. Alors par exemple, une ou deux heures dans cette zone. Alors les hôpitaux, il faut savoir que eux, ils ont des moyens de production internes. Donc généralement, c'est des générateurs diesel ou pour certains, ça peut être des piles à combustible qui leur permettent de tenir un certain temps, d'alimenter en électricité, parce que c'est quand même un hôpital doit forcément avoir d'électricité. Donc ils ont des moyens pour compenser ça. Mais ça fera consommer du pétrole, ça fera consommer autre chose. Après, pour les particuliers, oui, vous aurez plus. À mon avis, vous aurez plus, on verra bien, hein, mais vous aurez plus d'électricité pour vous chauffer, pour cuire les aliments, même pour téléphoner, parce que s'il faut, les antennes téléphoniques sont aussi plus alimentées. Plus d'Internet ? Plus d'Internet, évidemment, donc à l'ancienne, à la bougie. Mais en soi, c'est pas tant ça qui m'inquiète le plus. Ça va pas être agréable à vivre. On va clairement se tiers-mondiser, là, pour le coup. C'est amusant parce qu'Emmanuel Macron, quand il évoquait, je ne sais plus quel sujet, mais il disait on n'est pas des Amish. Ah bah grâce à ces décisions-là, je dis pas que c'est forcément que lui, il y a contribué, mais c'est aussi ses prédécesseurs, ça fait 20 ans que ça dure, hein, et qu'on signe pour ça. Mais si ça continue, on va le devenir, hein, de gré ou de force. Donc il est bien drôle, mais bon. Et donc c'est pas tant ça qui me fait peur, ces coupures-là, que vraiment le risque de blackout, où là, c'est tout un pays qui peut sauter. Il y en a déjà eu en France. Il me semble que le dernier en date, c'était la Roumanie. On a dû isoler le réseau et ils ont eu un blackout. Et là, pour le coup, ça peut faire des morts. Ça va faire des morts, forcément. Parce que là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui change par rapport à des mini-délestages sur une région ? Ce qui change, c'est que là, tout le pays est dans le noir. Vraiment tout le pays dans le noir, donc... faut pas qu'il y ait un avion en l'air parce qu'il n'y a plus de tour de contrôle. Je pense qu'ils ont aussi des moyens pour... voilà, les trucs essentiels comme ça, ils ont quand même des moyens, des backups pour fabriquer leur propre électricité. Des onduleurs, des super onduleurs. Bah, ils ont des onduleurs et surtout ils ont des générateurs diesel de secours, en fait, concrètement. Mais pour redémarrer le réseau électrique, là, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, ça ne sera pas juste 2 heures de coupure. Quand vous dites ça prend du temps, c'est combien de temps ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'estimation parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vécu, ça dépend des pays. Mais à mon avis, ça va prendre 2 heures. Alors, on va se concentrer à présent sur votre cœur de métier, sur ce fameux nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire, on en parle souvent pour dire que le parc en France est dénigré par nos politiques, délaissé par nos politiques. On se rappelle de la promesse de François Hollande de fermer Fessenheim, promesse qu'a honoré notre président Emmanuel Macron. J'imagine que votre point de vue est très mitigé sur cette opération. J'ai regardé hier l'audition de Yves Bréchet,
ancien haut-commissaire au commissariat à l'énergie atomique, à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête pour évaluer les raisons de la perte de souveraineté énergétique de la France. Je conseille à tout le monde de la regarder parce qu'elle est très intéressante et il ne va pas de main morte. Mais concrètement, et je suis d'accord avec lui, et je le disais déjà aussi un peu avant, c'est tout simplement la conséquence de décisions court-termistes sans prendre en compte les avis d'experts sur comment on va pouvoir fabriquer notre électricité et comment on va pouvoir alimenter en énergie le pays plus tard. Tout simplement parce qu'on venait d'une période d'abondance énergétique, l'énergie n'était pas un souci, n'était pas un problème. On partait, enfin j'imagine, les politiques, et enfin en tout cas les cabinets ministériels et les conseillers experts qui sont censés les conseiller, ne s'intéressaient pas à la question, partaient du principe que ça allait continuer quoi qu'on fasse, et on s'aperçoit aujourd'hui que non. Donc on a eu des décisions qui sont, à mon avis, extrêmement périlleuses pour le bien commun, à cause de ces personnes-là qui ne s'intéressaient pas à la question, qui n'avaient pas forcément les compétences techniques pour pouvoir comprendre les questions données, qui ne lisaient pas les rapports qui étaient donnés par les experts, notamment ceux du CEA, et qui préféraient, on va dire, pour leur carrière personnelle, faire des ronds de jambes aux ministres et ne pas frustrer leur idéologie, plutôt que de les mettre en face de leurs propres contradictions et leur dire la direction dans laquelle on prend nous amène droit dans le mur. Donc on en est arrivé à prendre des décisions complètement absurdes, à mon sens, en tout cas pour garantir... Pour rappel, qu'est-ce qui a justifié la fermeture de Fessenheim ? Un accord électoral avec les Verts. Mais quel était l'argument qui était avancé ? C'était la vétusté de la centrale ? Les arguments fallacieux ou les arguments... Fallacieux, absolument. Alors pour les arguments fallacieux, on a tout entendu. On a dit, oui, Fessenheim est la centrale la plus vieille, il faut la fermer. Alors il faut savoir qu'une centrale nucléaire... en soi, n'a pas de date de péremption. Il n'y a pas écrit à l'avance, oui, la centrale est trop vieille ici. Tout se change dans une centrale nucléaire. Le seul élément qui ne se change pas dans une centrale nucléaire et qui dimensionne le vieillissement de la centrale, c'est la cuve qui contient les assemblages combustibles. Ce qui fait vieillir la cuve, c'est, alors pour pas trop aller dans le détail, c'est les neutrons qui vont sortir de la cuve, parce que dans les réactions de fission, il y a des émissions de neutrons, et qui vont endommager le maillage atomique de la cuve, et donc sa résistance à la pression qu'à l'intérieur, parce qu'il y a quand même 155 bars, 155 fois la pression atmosphérique, c'est pas rien. Et c'est ça qui fait vieillir la cuve. Donc lors de la conception initiale, les concepteurs avaient imaginé ce qu'on appelle un plan de chargement, on met des assemblages à l'intérieur, un plan de chargement qui faisait que, on garantissait que la cuve allait pouvoir tenir au moins 40 ans. Le au moins est important. Au fur et à mesure du temps, EDF a optimisé ses plans de chargement, ce qui fait que la cuve a vieilli moins vite que prévu. Et tous les 10 ans, on a nos réacteurs nucléaires qui sont réévalués au niveau de la sûreté. Donc tous les 10 ans, le producteur d'électricité nucléaire doit demander l'accord à l'autorité de sûreté nucléaire pour fonctionner 10 ans de plus et doit justifier au niveau de la sûreté qu'il peut fonctionner 10 ans de plus. Et l'autorité de sûreté nucléaire accepte moyennant des modifications. Il y a une réévaluation constante de la sûreté de nos réacteurs nucléaires, de telle sorte qu'aujourd'hui, même les réacteurs... Elle est très rigoureuse, normalement. Elle est très rigoureuse, on est l'une des plus rigoureuses dans le monde. Et contrairement notamment aux États-Unis où il n'y a pas cet aspect-là de réévaluation continue de la sûreté, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les réacteurs les plus vieux qu'on a en France ont un niveau de sûreté équivalent à celui de l'EPR. Il est demandé par l'ASN d'avoir un niveau de sûreté équivalent à celui de l'EPR. Donc l'argument de vieillissement de la centrale est complètement faux. Voilà, il faut tout de suite écarter ça. Et je continue à l'entendre dans les médias. C'est complètement faux. Le problème de sûreté, c'est pareil. Voilà, donc une centrale nucléaire ne vieillit pas à part sa cuve à l'intérieur, qui est extrêmement surveillée. Tous les 10 ans, là, on récupère des éprouvettes à l'intérieur pour vérifier quel est l'endommagement de la cuve. Donc après, au niveau des autres arguments, j'en vois pas, à part peut-être la pression allemande pour fermer la centrale qui est à leur frontière. Alors justement, ça c'est intéressant parce que on se dit la pression allemande pour fermer Fessenheim, là aussi l'argument qui était avancé, c'était l'accident de Fukushima qui était peu ou prou arrivé depuis peu et la pression des Verts en Allemagne. Alors, pour et la proximité évidemment de Fessenheim avec l'Allemagne. Pour l'accident de Fukushima, déjà c'est pas exactement le même
la même technologie de réacteur qu'en France. Ce sont des réacteurs à eau bouillante. Nous, en France, nous avons des réacteurs à eau pressurisée. Ça fait quand même une différence non négligeable. Si vous le dites, on vous croit sur parole. Oui, enfin, c'est non négligeable vis-à-vis de la sûreté. Et il faut savoir qu'à Fessenheim, les explosions qu'on a vues, c'est pas des explosions atomiques ou ça. Un réacteur nucléaire ne peut pas faire une bombe d'Hiroshima. C'est pas possible. C'est bon de le dire aussi pour le conflit en Ukraine aussi, parce que... Ah oui, c'est physiquement pas possible. La pire chose qui peut arriver au niveau d'un réacteur nucléaire, c'est le combustible à l'intérieur de la cuve qui fond, parce qu'on n'arrive plus à le refroidir avec de l'eau. C'est ce qui est arrivé à Fukushima. Et la fuite d'isotopes radioactifs si jamais on n'arrive pas à maintenir le confinement. Ce qui est un petit peu arrivé à Fukushima pour éviter d'avoir il y a eu un problème de surpression dans l'enceinte de confinement et pour éviter d'avoir des brèches trop importantes et d'empirer les choses, ils ont décidé d'évacuer la pression en évacuant les gaz qu'il y avait par la cheminée, ce qui a évacué quelques isotopes radioactifs. Mais a posteriori... Et ça a quelles conséquences ? Eh bien justement, a posteriori, d'après la méta-analyse qui a été faite par l'UNSCEAR, donc l'équivalent du GIEC à l'ONU, mais pour les questions nucléaires, donc personne n'entend parler, mais qui est quand même prédominante, qui fait un regroupement de plein d'analyses scientifiques qui ont été faites sur place, il s'avère que les rejets radioactifs sur la Terre, en tout cas, je ne parle pas de ça en mer, mais sur la Terre, sont équivalents à la radioactivité naturelle. Donc naturellement, on a de la radioactivité ambiante, et ce qui a été ajouté là-bas, c'est équivalent à la radioactivité naturelle. Donc autant dire que c'est peanuts. Ça ne fera jamais rien, ça ne fera jamais aucun mort. Il peut y avoir des risques de cancer de la thyroïde, mais les Japonais ayant mis ayant mis les moyens pour dépister les problèmes de cancer de la thyroïde importants après Fukushima, étant un cancer qui se soigne très bien parce qu'on retire la thyroïde, entre autres, si on doit en arriver jusque-là, on retire la thyroïde, ça ne fera jamais aucun mort. Car la conclusion, c'est que Fukushima n'a pas fait, en tout cas, de mort directe, ça c'est sûr, et statistiquement ne fera jamais aucun mort, dû au rejet radiologique. Et là, c'est là où en France on a la grosse confusion, c'est qu'on associe l'accident de Fukushima, l'accident de la centrale nucléaire, au tsunami. Oui, le tsunami a fait des morts, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais l'accident nucléaire n'a pas fait 15 000 morts, hein, contrairement à ce que j'ai pu entendre aussi. Ça c'est faux. Et Tchernobyl ? Tchernobyl, ça c'est encore quelque chose de très différent, mais très intéressant aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la série de Tchernobyl, pour ne pas faire Absolument. de la pub, mais qui est excellente d'ailleurs. Je l'ai trouvé très, très fidèle à la réalité, notamment sur les explications physiques. Bon, après, pour ce qui est des impacts radiologiques, parfois c'est un peu mis en scène, mais pour ce qui est des explications physiques de pourquoi l'accident est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, etc., c'est vraiment très fidèle à la réalité. J'étais agréablement surpris. Donc il faut savoir que la centrale nucléaire de Tchernobyl, la technologie, est une technologie qui est très différente de ce qu'on peut avoir en France et même au Japon. Parce qu'à l'intérieur, il y avait du graphite, notamment, le graphite qui peut s'enflammer, il n'y avait pas d'enceinte de confinement, enfin voilà, il y a vraiment plein de différences qui font que ce qui est arrivé à Tchernobyl ne peut pas arriver en France, physiquement. C'est pas même avion qui tombe, terrorisme ou quoi que ce soit, physiquement ça ne peut pas arriver. On ne peut pas avoir un feu de graphite dans un réacteur où il n'y a pas de graphite. Tout simplement. Sur Tchernobyl, il y a eu une explosion due à une vaporisation très importante de l'eau. Donc, encore une fois, ce n'est pas une explosion nucléaire, c'est de l'eau qui s'évapore d'un coup et qui, par surpression, fait éjecter le couvercle. Fait comme une cocotte minute qui explose, hein, c'est pareil. Mais le contact entre le graphite et l'oxygène a fait s'embraser toute la joyeuseté qui est à l'intérieur. Et les fumées qui ont été provoquées par le feu, c'est ça qui a transporté les particules radioactives très très loin. À partir du moment où on n'a pas de feu dans une centrale nucléaire, l'impact radiologique reste quand même localisé. Et ce qui a provoqué l'accident de Fukushima, c'est essentiellement un cruel manque de culture de sûreté. De Tchernobyl, vous voulez dire ? De Tchernobyl, autant pour moi. C'est un cruel manque de culture de sûreté où les opérateurs ont concrètement pratiquement tout fait pour faire péter la centrale nucléaire. Oui, et on le voit bien. Autre temps, autre mœurs aussi. C'est il y a 40 ans, 45 ans. Oui, il y avait aussi une pression hiérarchique très importante qu'il n'y a plus aujourd'hui. Voilà. En fait, l'accident de Tchernobyl, en termes de retour d'expérience sur la sûreté nucléaire dans le monde, a eu très peu d'impact en France. Parce que ce qui s'est passé, donc déjà la technologie très différente, et les façons d'agir au niveau de la sûreté qui n'ont pas du tout été respectées, on va dire, dans la culture de sûreté, fait que le retour d'expérience en France et dans les pays qui ont des réacteurs à eau pressurisée a été très faible. Comparé au retour d'expérience qu'il y a pu avoir sur l'accident de TMI aux États-Unis,
où là, on a eu un réacteur qui a fondu. Il n'y a pas eu d'impact radiologique, mais on a un réacteur qui a fondu, qui a eu un énorme impact sur notre façon d'évaluer la sûreté, notamment dans le contrôle-commande. Et l'accident de Fukushima qui a entraîné des grosses modifications, notamment pendant le grand carénage des réacteurs actuels. On fait des diesels d'ultime secours surélevés pour pouvoir continuer à alimenter en électricité les centrales nucléaires si jamais il y a une vague importante d'eau qui arrive. Et on fait même ça sur des réacteurs qui ne sont pas en bord de mer. Alors, au-delà de ces inquiétudes, de ces grands fantômes, mais ces grands fantasmes presque autour du nucléaire, on a aussi la question structurelle dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de centrales sont à l'arrêt aujourd'hui parce qu'elles ne fonctionnent pas, notamment pour répondre à des mises aux normes, à des contrôles de sécurité, etc., etc. Et donc toutes ces centrales ne peuvent pas permettre de produire de l'électricité aujourd'hui. Concernant l'arrêt actuel des réacteurs nucléaires, il y a une conjonction de différents facteurs. Le premier étant, et qui était prévu déjà depuis 2012, c'est le grand carénage, donc le fait de mettre à niveau de sûreté suffisant les réacteurs nucléaires qui arrivent à 40 ans de service pour les faire fonctionner 10 ans de plus. C'est dans le cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'autorité de sûreté, etc. C'est 10 ans de plus ou c'est 10 ans de plus, puis potentiellement 10 ans de plus? Puis potentiellement 10 ans de plus, hein, mais ça ne s'arrête pas là. C'est pour ça que les décisions politiques qui disent on va arrêter les réacteurs, enfin 14, 12 maintenant, parce que Fessenheim a été arrêté, 12 réacteurs nucléaires à horizon 2035 de façon totalement arbitraire, ça n'a aucune justification technique. Aujourd'hui aux États-Unis, ils ont même prévu de faire fonctionner des réacteurs qui ont la même technologie que le nôtre, pendant 80 ans. Voilà. Donc il n'y a pas de justification technique à dire à l'avance, non, on va arrêter ces réacteurs-là. Non, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui décide en fonction de considérations techniques, pas en fonction de considérations politiques. D'ailleurs, ils vont revenir dessus parce qu'ils commencent à se dire, ah ben ça va coincer quand même à un moment. Bah oui, ça va coincer. Du coup, on a le grand carénage qui fait que, c'était prévu d'avance notamment par RTE, entre 2020 et 2025, on allait avoir une indisponibilité des réacteurs nucléaires due à leur maintenance prolongée pour pouvoir fonctionner 10 ans de plus. Ça, c'est le premier point. Ensuite est arrivé le Covid. Le Covid a créé un décalage sur la maintenance des réacteurs nucléaires pour pouvoir optimiser le planning, ce qui fait que 2 années après, on va dire, à peu près après les derniers confinements, on a une accumulation des maintenances qui doivent se faire à un moment sur les réacteurs nucléaires parce qu'on n'a pas consommé autant de combustible durant la période Covid que prévu. Du coup, on fait fonctionner les réacteurs plus longtemps, parce qu'il n'est pas question de consommer moins de combustible que ce qu'il y a dans le réacteur. Du coup, les maintenances sont décalées, elles arrivent aujourd'hui. Et on a en plus le petit souci de corrosion sous contrainte qui est arrivé et qui a voulu, EDF a voulu prendre le problème le plus en avance possible durant l'été, pour commencer les réparations durant l'été où on a moins de consommation. Il faut savoir que la consommation d'électricité est variable à la fois dans la journée, mais en fonction des saisons. Bien sûr. Ça passe du simple au double, quand même, la puissance qui est demandée entre l'été et l'hiver. Donc l'été, moins de consommation, moins de besoin, autant arrêter les réacteurs à ce moment-là. Ils ont commencé les réparations sur les corrosions sous contrainte en plein été, mais manque de main-d'œuvre, forcément, quand on a plein de problèmes en parallèle et que les promesses politiques récentes ont été plus de démanteler des réacteurs plutôt que de devoir faire des réparations. PDG, et à mon avis, à juste titre, forcément, on ne prévoit pas d'embaucher des soudeurs, on prévoit d'embaucher plutôt des dessoudeurs. Voilà. Et les soudeurs, c'est quand même une compétence technique très importante, notamment sur des soudures qui doivent être qualifiées, sûreté, etc. Enfin, c'est un truc très exigeant. Et du coup, on doit réaliser ces réparations-là qui prennent un certain temps. Et on a un certain nombre de réacteurs qui sont arrêtés et qui n'étaient pas prévus. Est-ce qu'on a aussi assez de main-d'œuvre pour faire tous ces exercices aujourd'hui, ou est-ce que pour faire des soudures en parallèle, on est obligé de faire appel à Westinghouse, le concurrent américain, à faire appel à des Italiens qui ont aussi une bonne expertise en soudure, à faire appel à un peu tout le monde pour essayer de faire les soudures en parallèle. Mais non, EDF n'a pas... Est-ce qu'on construit encore des centrales nucléaires en France ? Ah oui, ça fait depuis 2007 on construit Flamanville. Et alors justement, ça c'est une très bonne question parce que c'est l'EPR de Flamanville, donc son ouverture, sa mise en fonctionnement a sans cesse été reportée, puisqu'il ne fonctionne toujours pas. Son budget a explosé, le budget prévisionnel a explosé, et quelque part on se dit mais si on n'est pas capable de prévoir un budget, si on n'est pas capable de tenir des délais quand on fabrique un EPR, est-ce qu'on est capable de vraiment évaluer correctement le parc nucléaire ?
Si on n'est pas capable de donner une vision claire aux entreprises stratégiques françaises pour qu'elles puissent anticiper la formation, la construction, la main-d'œuvre, faire une bonne gestion de projet, au lieu d'essayer de les mettre en concurrence, de les inciter à être toujours à des prix les plus bas, à faire appel à des prestataires et à essayer de raboter sur les coûts pour aller, en allant voir des entreprises peut-être pas forcément fiables au niveau, en tout cas, des aspects sûreté, ce qui nous oblige à refaire des couvercles de cuve, par exemple, à refaire des bétons, à refaire des choses comme ça, parce qu'on a voulu raboter sur les coûts initialement. Mais ça, c'est un problème politique ou un problème c'est lié, à mon avis, c'est lié, parce que EDF n'est pas une industrie indépendante du politique aujourd'hui. Elle est totalement dépendante du politique. Elle va être encore plus quand l'État va racheter les actions manquantes. Donc EDF subit les décisions politiques et essaie de s'adapter en conséquence. Et pour les EPR2, par exemple, on a quand même de la chance qu'ils aient gardé en veille le fait de concevoir ce réacteur-là, parce que le politique n'avait pas donné du tout d'indice sur le fait de bien construire ces réacteurs-là. Ils avaient quand même anticipé la conception de l'EPR2, qui doit encore se finaliser, mais ils avaient quand même une certaine anticipation sur le politique, et heureusement. Mais ils sont quand même très dépendants des décisions politiques, et évidemment, les conséquences industrielles sont celles que l'on a sur l'EPR de Flamanville derrière. Après, voilà, je ne suis pas chef d'industrie, je ne suis pas le PDG d'EDF, je n'ai pas forcément toutes les connaissances pour pouvoir dire ça, mais le problème de Flamanville n'est pas un problème intrinsèque à la technologie nucléaire, c'est un problème de gestion de projet, d'anticipation industrielle, de compétences, de main-d'œuvre, de prestations, donc c'est pas irrémédiable. C'est ça que je veux dire, c'est que ce problème-là n'est pas irrémédiable, et au contraire, le fait d'avoir eu tous ces problèmes-là sur une tête de série, parce que concrètement c'est une tête de série, fait qu'on a un retour d'expérience pour pouvoir éviter de refaire ces mêmes problèmes pour les autres réacteurs. Pour les faire en série, justement. Pour les faire en série, c'est le but d'une tête de série, justement. Il vaut mieux avoir le maximum de problèmes sur les têtes de série pour ne plus les avoir après, plutôt que de chouiner parce que, oh là là, il y a eu un surcoût. Oui, il y a eu un surcoût, et ça a été certainement sous-évalué, le coût initial, etc. Mais même à, disons, 20 milliards d'euros Flamanville, quand il va démarrer, il va quand même produire 11 TWh par an, à peu près. Et le parc éolien en France, c'est pas pour taper sur les éoliennes, mais c'est pour donner quand même, faire une comparaison. Le parc éolien en France, on a dépensé en subvention, tarif de rachat garanti, en 2019, à date en 2019, on avait dépensé 40 milliards d'euros pour les productions éoliennes, qui ne durent d'ailleurs que 25 ans, pas 60 ans comme le PR. Et le parc éolien a produit en 2019, il me semble, 11 TWh aussi. Donc on a 11 TWh pour 20 milliards, même s'il y a eu un surcoût énorme, parce qu'à l'origine c'était 5 milliards, et 11 TWh pour 40 milliards. Intermittent en plus, c'est même pas pilotable. Intermittent et sur moins longtemps, dans le temps. Et sur moins longtemps, parce qu'il va falloir changer les infrastructures au bout de 25 ans, alors que le PR, ça va. Et qu'elles ne sont pas recyclables. Alors le pied est recyclable, parce que c'est du métal, enfin si on fait l'effort de le recycler en tout cas. Les pales, il me semble que pour l'instant, elles ne sont pas recyclables, il y a quelques options, mais elles ne sont pas vraiment recyclables. C'est possible, mais c'est énergivore, encore une fois. Bien sûr. Donc c'est de l'énergie qu'on accepte de détourner pour ne pas satisfaire nos besoins, pour en revenir à ce que je disais au début de l'interview, mais pour faire du recyclage de matériaux. Alors justement, ça nous fait quand même aborder la question écologique qu'on n'a pas encore évoquée frontalement, on va dire, jusqu'ici. Aujourd'hui, pour vous, le nucléaire, j'imagine que c'est la meilleure énergie sur le plan écologique. Une fois qu'on a mis de côté ces accidents dont on a parlé tout à l'heure pour des centrales qui fonctionnent différemment des nôtres. Même en prenant en compte les accidents, aujourd'hui, le nucléaire est le mode de production d'électricité, au moins si on se concentre sur l'électricité, qui fait le moins de morts par quantité d'électricité produite. Ça fait entre 0,01 et 0,07 en fonction des sources morts par térawattheure. Le charbon en fait entre 50 et 100. Alors c'est original parce que tout à l'heure on expliquait que Fessenheim en fait avait été fermé un peu sous la pression des Allemands, oui. Qui utilisent beaucoup de charbon précisément. Oui. Et on va en subir les conséquences d'ailleurs dans les prochains jours parce que les particules fines émises par les centrales allemandes sont en train d'arriver en France notamment. À peu près la moitié des particules fines qu'on va avoir sur Paris dans les prochains jours sont dues aux centrales allemandes. Merci les Allemands. Et la pollution atmosphérique tue tous les ans aujourd'hui. Une étude allemande qui est sortie il y a quelques années, je ne sais plus la date exacte, enfin l'année exacte, mais qui a conclu que
y avait une surmortalité, une surmortalité induite par la pollution atmosphérique, équivalente à 8 millions de morts par an dans le monde. Dans le monde, bien sûr. Non, mais ça fait des morts tous les ans. Aujourd'hui, les déchets nucléaires ne font pas de morts. Et au contraire, ils sont neutralisés, ils sont gérés. La gestion qu'on a aujourd'hui sur les déchets nucléaires est un exemple qui devrait être appliqué sur les déchets, les rejets néfastes en tout cas, les impacts néfastes de toutes les activités humaines qu'on a. Que ce soit le plastique, que ce soit la pollution atmosphérique, que ce soit les déchets dangereux par exemple. Il faut savoir que les déchets nucléaires, ça permet de faire un peu la transition aussi sur les déchets nucléaires, ne représentent aujourd'hui, si on considère les déchets plus la matrice vitreuse à l'intérieur, c'est 60% de la masse quand même, c'est 5 grammes par Français par an. 5 grammes. En France, si on fait la comparaison, par Français par an, on émet, entre guillemets, on rejette 100 kilos de déchets dangereux. Donc, très dangereux ? Dangereux, c'est les déchets corrosifs, explosifs, cancérigènes, toxiques, enfin tout est mélangé dedans, le nucléaire étant un déchet à part. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces déchets ? Parce que la plupart du temps, on les enfouit. On les enfouit, on les brûle, alors certains sont dispersés dans la nature aussi. Honnêtement, je préfère vivre à côté d'une centrale nucléaire plutôt qu'à côté d'une centrale chimique. Voilà, très honnêtement. Et c'est une autre quantité, c'est 100 kilos par an. Donc à gérer, c'est autre chose. Donc à mon avis, sur les 100 kilos par an, il y en a un peu plus qui sont dispersés dans la nature que sur les 5 grammes par an pour les déchets nucléaires, qui sont très surveillés, très observés, etc. Alors je précise, c'est les déchets nucléaires de moyenne activité à vie longue et de haute activité, voilà, pour les puristes. C'est ceux qui regroupent, parce que dans les déchets nucléaires, il y a une classification très large, et 98,8% de la radioactivité des déchets nucléaires sont contenus dans 3% des déchets, du volume des déchets. Donc c'est les deux que je viens de citer là. Et c'est ceux qu'on veut enfouir à Bure. Qui, contrairement à ce que disent aussi certaines associations, qui est une solution de gestion à long terme des déchets nucléaires, qui est un consensus scientifique international. Donc l'association vitrification et enfouissement profond ne posera pas de problème et n'est pas dangereux en fait. Et même si on supprime la matrice vitreuse par magie et l'enveloppe métallique sur les colis qui contiennent les déchets nucléaires dangereux, l'argile, en fait, le fait que ce soit de l'argile qu'il y a autour, fait que les particules radioactives qui pourraient avoir envie de s'enfuir seront devenues inoffensives, parce que la radioactivité, ça décroît au bout d'un certain temps. Une fois qu'elles auront atteint les premières nappes phréatiques. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème, en fait. C'est vraiment le fait de les enterrer qui fait la barrière de sûreté, en quelque sorte. Alors aujourd'hui, puisque c'est aussi l'objet, enfin c'est surtout l'objet de votre travail, je crois, comment faire pour que la France redevienne souveraine en matière énergétique, ne soit plus tributaire de ces acheminements d'énergie fossile qui se tarissent, de ces acheminements d'énergie finalement dépendantes de la géopolitique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment faire, selon vous, pour réussir à redevenir les maîtres de notre énergie? Alors vous avez abordé pas mal de points intéressants. Ce que je fais dans mon livre, parce qu'à mon avis c'est comme ça qu'il faut raisonner, avant d'introduire rien que le concept de souveraineté énergétique, je fais un état des lieux de toutes les contraintes physiques intrinsèques qui pèsent sur chacune des sources d'énergie et dont on a pu voir une certaine quantité précédemment, notamment sur les ressources, sur le taux de retour énergétique, sur le prix de l'électricité, etc. Enfin toutes ces contraintes-là, pour pouvoir réussir à les différencier les unes des autres. Mais une fois qu'on les a différenciés, on n'a pas forcément la bonne façon de faire pour pouvoir les hiérarchiser. C'est là où intervient le filtre de la souveraineté énergétique. Alors certains ont juste le filtre de l'impact sur l'environnement vis-à-vis du réchauffement climatique. Mais pour moi, il m'a paru qu'il n'était pas suffisant. Voilà, donc il n'était pas suffisant pour pouvoir vraiment garantir ce que j'appelle la définition de la souveraineté énergétique, sur la garantie d'un approvisionnement énergétique stable, soutenable et commode pour toutes les entités physiques et morales d'une zone géographique donnée, donc typiquement un pays. Pour moi, c'est ça. Enfin, j'ai défini comme ça la souveraineté énergétique. Et au regard de ça, donc il y a 3 mots importants, la stabilité, la soutenabilité et la commodité. Dans la stabilité, on va chercher à sécuriser l'approvisionnement énergétique primaire que l'on peut avoir, donc d'où vient l'énergie qu'on consomme, que ce soit le vent, le soleil, bon là il n'y a pas trop de soucis, mais l'uranium, le pétrole, le gaz, le charbon, voilà, donc quelles sont les réserves qu'on a, dans quel pays, etc. Pour ce qui est de la stabilité, on a également un autre aspect qui est
l'impact sanitaire des énergies qu'on exploite, parce que c'est sûr que si les énergies qu'on exploite tuent des gens, ça peut causer du grabuge quand même au bout d'un moment, surtout s'ils s'en rendent compte. Voilà. Alors que s'ils ne s'en rendent pas compte, ça va? Pour l'instant, j'ai pas l'impression que les gens sont très alarmés du fait que la pollution atmosphérique tue plus que le sida aujourd'hui dans le monde. Pourtant, c'est le cas. Donc, et puis en Europe, là, on n'est pas forcément bien garni avec les centrales à charbon qu'on est en train de rallumer. Pour la soutenabilité, là, c'est vraiment essayer de garantir la pérennité de l'approvisionnement énergétique, donc satisfaire au mieux les besoins de la génération actuelle sans pour autant entamer la satisfaction des besoins des générations futures. Donc il y a la soutenabilité économique d'un côté, donc vis-à-vis des ressources, on n'a pas abordé ce point-là, mais c'est extrêmement important aussi, les ressources naturelles non énergétiques qu'on exploite, notamment les métaux. En France, on n'a pas forcément beaucoup de métaux, du moins on ne les exploite pas, et pour autant, pour faire les infrastructures qui nous permettent de convertir l'électricité d'une forme en d'une autre, on a besoin de ces métaux-là. D'autant plus pour l'éolien et le photovoltaïque, qui nécessitent 10 à 20 fois plus de métaux que les modes de production que j'appelle concentrés, comme nucléaire, charbon et gaz. On a également l'aspect soutenabilité environnementale. Donc si on continue à déverser notre pollution, à augmenter l'impact de l'humanité sur l'environnement, ça va créer des dérèglements, notamment le dérèglement climatique, qui vont pouvoir déstabiliser, c'est un euphémisme vu les prévisions, mais déstabiliser le système d'approvisionnement énergétique entier, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Et enfin on a la commodité, où là, on va essayer parce que c'est bien de pouvoir convertir de l'énergie d'une forme en une autre avant, mais il faut pouvoir distribuer cette énergie finale à toutes les personnes qui en ont besoin pour réaliser des activités, pour satisfaire nos besoins. Cette distribution, ça passe par des réseaux, donc là, c'est là où le réseau électrique est très important et la stabilité du réseau électrique intervient, et par le prix aussi, parce que si on a beaucoup d'énergie, mais que le prix est faramineux et que personne ne peut se la payer, ça ne sert à rien d'en avoir, en quelque sorte. Ou ce sera pour satisfaire les besoins d'une minorité. Et à mon avis, ça va créer du grabuge dans les pays aussi. Donc c'est ça, pour moi, la souveraineté énergétique. Et au regard de tous ces aspects-là, j'arrive à une hiérarchie qui nous dit que la première source d'énergie à exploiter en priorité, c'est l'hydraulique. Hydraulique fluviale ou de barrage. Puis ensuite arrive le nucléaire de quatrième... Le concert de l'énergie de l'eau. Voilà, c'est le concert de l'énergie de l'eau. Mais ça, c'est en quantité limitée, c'est énergie renouvelable, donc c'est en quantité, en capacité, en puissance limitée sur un territoire donné. Ça va qu'en France, on a un peu de chance, mais ça reste une puissance limitée. Ensuite, on a le nucléaire surgénérateur de quatrième génération. Donc ça aussi, ça aurait été pu être un autre aspect que j'abordais, mais c'est typiquement Phénix ou Superphénix qu'on a eu en France, donc des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Il y en a d'autres technologies, mais ça, c'est celle qu'on a développée en priorité en France. Puis arrive le nucléaire actuel, qui ont des réserves beaucoup moins importantes. Donc c'est pour ça qu'il faut vite arriver au nucléaire surgénérateur de quatrième génération à cause de l'aspect des réserves. Puis ensuite, on a la biomasse, presque à égalité avec l'éolien, le solaire, et très loin derrière, on a les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. Parce que vu que les réserves... Alors pour le pétrole et le gaz, les réserves sont très très faibles et les impacts sanitaires environnementaux restent élevés. Ça, c'est à exclure. Et on n'en a pas chez nous. Et on n'en a pas chez nous, ça c'est un facteur aggravant. Mais je raisonnais à l'échelle du monde là. Et pour le charbon, il y a malheureusement, j'ai envie de dire, des réserves encore très importantes de charbon dans le monde. Mais les impacts sanitaires et environnementaux sont tels qu'il faut vraiment arrêter avec ça. Enfin, si on a le souci de ne pas avoir trop chaud dans les années à venir et de la santé de nos concitoyens, il faut arrêter avec ce mode de production. Voilà. Et si on rajoute des moyens de captation à la fois de la pollution atmosphérique et du CO2, là, ça fait augmenter, ça fait baisser le taux de retour énergétique et ça fait augmenter le coût de l'électricité en sortie. Donc finalement, ça pénalise aussi et c'est plus compétitif, comme diraient certains. Vous êtes confiant pour l'avenir de cette souveraineté énergétique en France ? Alors, dans les 30 années à venir, non. Là, on va subir les décisions prises sur les 20 années précédentes. Et comme un parc de production d'électricité, notamment, parce que finalement, on n'a que le pouvoir décisionnel sur ça. Parce que vous avez compris que le gaz ou le pétrole, on le subit, en fait, l'approvisionnement. On ne décide pas trop. Et dans la perspective de vouloir augmenter
la part de l'électricité dans l'énergie finale que l'on utilise. C'est bien parce que ça va nous donner plus de marge de manœuvre, on va plus dépendre du gaz et du pétrole, mais dans les décisions qui ont été prises sur les 20 dernières années, on n'est pas dans cette tendance-là, on est plus dans la tendance de réduire l'approvisionnement en électricité. Donc il faut avoir un changement radical sur toutes les décisions qui ont été prises avant, redonner un énorme coup de boost, un nouveau plan Messmer en quelque sorte, pour pouvoir augmenter la production d'électricité et changer les modes d'utilisation d'énergie, pour faire par exemple des véhicules, des véhicules électriques, si on arrive à recycler les batteries. Mais avec l'électricité, on pourrait très bien fabriquer soit de l'hydrogène pour les gros transports, soit même du gaz synthétique, ce que j'appelle dans mon livre du gaz synthétique. Donc on combine de l'hydrogène fabriqué avec de l'électricité et du CO2 qui provient par exemple de centrales à biomasse, donc du bois qui brûle, donc cycle court, donc pas de rejet en accumulation de l'atmosphère, donc neutre sur le point de vue du réchauffement climatique. On fait la combinaison des deux, on a du méthane, et aujourd'hui on a toute l'infrastructure dont on a besoin pour faire du méthane. Alors le rendement est beaucoup dégradé parce qu'on passe par des intermédiaires, forcément. On fait l'électricité, de l'hydrogène et puis après du méthane. Mais si en amont, on a du réacteur sur générateur de 4e génération, avec une quantité... On aura augmenté largement la disponibilité de... Avec une quantité de réserves faramineuses, notamment en France, sans même avoir besoin de creuser, on a 2000 années de satisfaction. Alors ça, c'est un grand scoop, mais on a 2000 années de réserves de production d'électricité en France, dans les réserves d'uranium appauvri qu'on a dans des entrepôts. Et à l'échelle du monde... Ça, c'est important ce que vous dites. C'est peut-être comme ça qu'on va conclure cette émission, parce qu'on imagine que l'uranium, il faut aller le chercher systématiquement au bout de la planète. Aujourd'hui, avec la technologie de réacteurs qu'on a, on a encore besoin d'aller le chercher dans des mines, dans d'autres pays. Mais les pays sont quand même relativement diversifiés. Contrairement à ce qu'on pense, on ne va pas le chercher qu'au Niger. D'ailleurs, c'est très faible, le Niger. On a principalement le Kazakhstan, le Canada, l'Australie. Et certains pays en Europe viennent le chercher en Russie, mais pas en France. Et si on passe sur des réacteurs sur générateurs de 4e génération, là, on va pouvoir valoriser une grosse partie de l'uranium qu'on n'utilise pas aujourd'hui, parce qu'il n'est pas compatible avec la technologie qu'on a, et dont on a réalisé des réserves sans le vouloir. C'est via l'enrichissement de l'uranium. Il y a une partie qu'on met de côté et qu'on n'utilise pas, ce qu'on appelle l'uranium appauvri. Et les 300 000 tonnes qu'on a en France, on pourrait satisfaire la demande énergétique primaire totale, donc pétrole, gaz, charbon, hydraulique, nucléaire, tout, éolien, pendant 2000 ans. Selon mes estimations, enfin plusieurs siècles, là, si on voit, pendant plusieurs siècles. Et à l'échelle du monde, si on considère les réserves qu'on a sous terre, etc., c'est en gros le seul nucléaire durable. Si on veut vraiment développer le nucléaire à l'échelle du monde pour remplacer les centrales à charbon notamment, c'est vraiment la seule perspective nucléaire durable. Et ça, la Chine, la Russie, l'Inde et les États-Unis l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils se lancent dedans. Et nous, en France, tout ce qu'on arrive à faire, c'est arrêter Superphénix pour un accord électoral à l'époque de Jospin, c'est arrêter le projet Astrid en 2019, pareil, sans aucune raison, sans suivre les avis d'experts, etc. Et c'est perdre littéralement notre avance, qu'on était à la pointe sur cette technologie-là, c'est perdre notre avance et même prendre du retard par rapport aux autres pays. Donc aujourd'hui, et du coup on va conclure avec ça peut-être, aujourd'hui, quand l'abondance laisse place à la pénurie, et c'est ce qu'on est en train de vivre, j'ai envie de dire que l'ignorance doit laisser place à la connaissance, sinon quoi, la pénurie deviendra la norme et l'abondance un lointain souvenir. C'est parfait ça comme conclusion. Merci. Merci beaucoup Maxime Amblard. Je rappelle à nos téléspectateurs qui voudraient aller plus loin dans toute cette question énergétique. Abondance et pénurie, c'est aux éditions Perspectives Libres. C'est bien sûr disponible sur la boutique officielle de TVL sur tvl.fr. N'oubliez pas non plus, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, de commenter cette émission, de la partager à vos amis, à vos ennemis aussi, pourquoi pas. Après tout, on peut cultiver tout le monde. Et puis cliquez bien sûr aussi sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement sur YouTube qui ne nous veut pas du bien, comme vous le savez. En attendant, je vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine. On va avancer vers la fin de la saison. Ce sera des invités que vous avez déjà vus et qui ont eu auprès de vous beaucoup de succès. Allez, à la semaine prochaine. À bientôt.